Bonjour à tous, Éric Vorger, effectivement ancien chercheur de Mines ParisTech et aujourd'hui cofondateur d'une startup qui s'appelle Coquelicot et qui développe des solutions logicielles pour optimiser la performance énergétique des bâtiments. Et on s'intéresse à la question de l'occupation des bâtiments. On a déjà des choses assez différenciantes sur ce sujet, mais on souhaite aller plus loin et on va vous expliquer pourquoi et ce qu'on fait et quelles sont les perspectives sur ce sujet. Alors, généralement, quand on demande à des ingénieurs de traiter de l'énergie dans les bâtiments, ils font des choses comme ça. Des plans, des maquettes numériques de l'enveloppe, des schémas d'installation avec des trucs, des chaudières en cascade, avec des panneaux solaires, des vases d'expansion, des trucs sympas comme ça. Et puis, on sait que il faut prendre en compte dans le bilan thermique quand même les apports internes liés aux usages. Donc, par exemple, les consommations d'électricité qui vont générer de la chaleur et qu'il faut prendre en compte dans le bilan. Donc, un ingénieur, il se dit, bon, bah, moi, je bosse du lundi au vendredi. Donc, un scénario d'usage, bah, ça va être ça. Ça va être des gens qui sont pas là pendant la journée, puis qui sont là le matin, qui sont là le soir. Et puis, on fait des simulations avec ça. Et manque de bol, en fait, c'est un peu plus compliqué. Et il y a des usagers dans les bâtiments, il y a des gens qui travaillent dedans, qui vivent dedans, qui font des choses un peu plus compliquées que ça. Et c'est un peu pénible pour un ingénieur de constater ça, mais bon, alors on essaye de faire avec. Et donc il y a des gens qui vont allumer des appareils, qui vont ouvrir des fenêtres, monter le chauffage, baisser le chauffage, faire tout ce genre de choses bizarres. Et donc voilà, ça fait un peu foirer les prévisions des simulations. Et bon, on s'en rend compte quand même. Et donc on regarde des choses, par exemple le graphique en dessous, où on compare, on a 100 appartements qui sont identiques. On regarde la consommation annuelle de chauffage, donc ils sont strictement identiques. Et dans certains cas, on est à 50, dans d'autres, on est à 150. Donc voilà, c'est une variabilité qui est due aux usages. Alors, pourquoi est-ce que c'est problématique ça, enfin, quel enjeu il y a derrière et pourquoi on aimerait bien mieux appréhender cette question des comportements des usagers? D'abord, il y a la question de la fiabilité des prévisions. Donc aujourd'hui, on va faire des bâtiments qui vont avoir des labels de performance. Bâtiment BBC, sur le papier, il a une consommation qui est à 50. On raisonne souvent en kilowattheure par mètre carré par an. Sur le papier, il est à 50, bien. Et puis quand on mesure, en fait, il est à 80, il est à 100. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire qu'un label de performance? Qu'est-ce que ça veut dire que voilà, on a un problème sur la fiabilité des prévisions. Ensuite, on a souvent, par exemple, quand on fait un audit, on cherche à calibrer un modèle pour savoir connaître le bâtiment auquel on s'intéresse. Et donc souvent, ce qui est fait, c'est que on a des factures et puis on fait en sorte que le modèle retombe sur les factures. Donc on tourne quelques curseurs et puis quand on tombe sur les factures à la virgule près, on dit voilà, super, mon modèle est calé. Mais en fait, là encore, il y a une grande source d'incertitude sur les usages. Et par exemple, on peut tomber sur la même facture en ayant beaucoup d'apports internes et beaucoup de déperditions, ou pas beaucoup d'apports internes, pas beaucoup de déperditions. On a deux combinaisons qui n'ont rien à voir, mais qui permettent toutes les deux de tomber sur le même résultat. Et même quand on calibre mieux, comme on le fait avec non pas des factures, mais des courbes de température mesurées dans différentes zones avec un pas de temps régulier, donc on calibre sur potentiellement des dizaines de milliers de points, on a toujours le même problème et on aimerait bien pouvoir figer l'occupation, se dire ça bouge pas, c'est connu. Comme ça, la variabilité, elle porte sur le reste et donc on identifie bien un rendement de chaudière, un débit d'infiltration. Et ça, on peut le faire si on connaît bien les scénarios d'usage. Et puis, dernier point, si on fait du pilotage de l'énergie, c'est intéressant de savoir quelle partie du bâtiment est occupée à telle heure, à quelle heure on peut baisser, à quelle heure on doit relancer. Et pour ça, il faut connaître l'occupation le plus précisément possible. Alors, ce qu'on a fait, ce que j'ai déjà présenté dans la chaire, c'était mon sujet de thèse,
c'est des modèles stochastiques de comportement des occupants. L'idée, c'est qu'on va prendre des statistiques représentatives, les plus larges possibles, donc soit des enquêtes sociologiques ou des statistiques de l'INSEE ou des campagnes de mesure. Et on va construire des modèles, et donc ce sont des modèles probabilistes, et ensuite on va pouvoir faire des tirages. En gros, on dit, on ne sait pas ce qui va se passer dans ce bâtiment. Je construis un bâtiment, je ne sais pas comment les gens vont vivre dedans, mais je vais un peu balayer le champ des possibles, et après je vais avoir un raisonnement statistique. Donc ici, par exemple, c'est un scénario de consommation d'électricité. Donc on a généré 3 scénarios différents, c'est à chaque fois une semaine. Et puis on va faire des simulations avec ces scénarios. En pratique, on en fait plutôt des centaines. Et puis ça nous donne à l'arrivée une distribution statistique. Et puis de cette distribution statistique, on peut refaire une analyse en post-traitement qui nous permet de sortir une équation comme celle-ci. Donc ça, c'est le travail de Simon Ligier dans la thèse. Et avec cette équation, disons, on résout à peu près le problème de la fiabilité des prévisions. On va pouvoir dire ce bâtiment, si j'ai une météo, voilà, telle rigueur climatique cette année, qu'il est chauffé à 20 degrés, que les gens consomment tant d'eau chaude, ça c'est pas compliqué, ça se mesure, et ben il va consommer tant. Et donc on rétablit une certaine fiabilité dans les prévisions. Et après il reste un bruit toujours, parce qu'on va pas donc ça, c'est le genre d'engagement, le genre d'équation qu'on a dans des contrats d'engagement de performance. Mais on ne va pas surcharger les contrats en disant on vous garantit la performance si vous chauffez à temps, si la météo ceci, si vous ouvrez les fenêtres comme ci, fermez les volets comme ça. Donc on limite le nombre de paramètres et le reste, c'est du bruit, mais qu'on sait quantifier et puis qu'il restera toujours un risque de dépassement, mais disons, on sait le quantifier, on sait à peu près le gérer. Donc ça résout, disons, le premier problème. Par contre, pour la question du calibrage, ça ne résout pas la question, parce que moi, je veux savoir lequel des 3 est le bon pour pouvoir calibrer mon modèle. Et pareil, pour faire du pilotage, je veux savoir lequel des 3 est le bon. Si je veux savoir à quelle heure je peux couper ici, dans cette pièce, le chauffage, ça ne m'intéresse pas de savoir que peut-être il y a 10% de chances qu'il y ait du monde jusqu'à 18h et 30% de chances qu'il y ait du monde jusqu'à 14h. Mais il y a aussi des chances pour qu'il n'y ait personne. Bon, non, je veux savoir est-ce qu'il y a du monde et si possible, jusqu'à quand. Donc il faut aller regarder ailleurs. Alors on va chercher à mesurer l'occupation à partir des données auxquelles on peut accéder. Donc comment on va récupérer de l'information? On peut faire des enquêtes. Il faut motiver les gens pour aller répondre à des enquêtes. C'est pas évident. Il y a des solutions on a des détecteurs de présence, par exemple, mais ils présentent un certain nombre de limites. Par exemple, il y a beaucoup d'angles morts. Ils ne vont pas voir des gens qui ne bougent pas beaucoup. Donc il y a des gens qui sont chez eux, qui dorment ou juste qui sont affalés dans leur canapé. On va penser qu'il n'y a personne. Même dans les bureaux, des fois, il faut lever le bras pour dire « Oh, je suis là. » Voilà. Et puis après, on va avoir des systèmes de géolocalisation. Et ça pose un certain nombre de problèmes aussi. C'est intrusif. Si on interroge le téléphone tous les quarts d'heure pour savoir où sont les gens, ça pompe la batterie. Les gens ne vont pas apprécier et ça se comprend. Donc, voilà, il faut chercher d'autres solutions. Alors, on a de la chance parce qu'il y a des choses qui bougent pas mal en ce moment. Et en fait, on a le monde des objets connectés, l'Internet des objets qui évolue à très très grande vitesse. Et on va vers des bâtiments connectés. Et le fait de connecter les bâtiments devient de plus en plus facile et ça devient peu cher. C'est-à-dire qu'on a des sondes qui s'installent comme ça, qui se posent tout simplement, qui communiquent en ondes radio. Il n'y a plus besoin de tirer des câbles, voilà, qui ont des autonomies de 3, 4, 5, 10 ans. Donc voilà. Et puis au niveau des prix, Fabien parlait tout à l'heure des progrès de l'industrie. Bon, ben là, on en a un exemple, des sondes qui étaient à 200 € il y a 4 ans, qui étaient à 100 € l'an dernier, qui étaient à 50 € il y a 6 mois. Et là, j'ai vu il y a quelques semaines un fabricant chinois qui propose une sonde de température, qui est température humidité, plutôt jolie, plug and play, à 10 €. Avec, donc voilà, on voit cette tendance-là. Et donc il y a quelque chose à faire là. Alors,
La question, c'est qu'on va récupérer plein de données, et comment est-ce qu'on va les traiter, toutes ces données? Eh ben, les méthodes en vogue, et il y a de quoi, parce qu'elles sont assez efficaces, c'est des méthodes de machine learning. Donc machine learning ou apprentissage automatisé, en gros, c'est un peu fourre-tout, ça regroupe un ensemble de méthodes et d'algorithmes qui permettent d'extraire de l'information à partir de données ou de comprendre des choses à partir de l'observation de phénomènes. Donc, à la rigueur, une régression linéaire, c'est déjà du machine learning, mais des arbres de décision, des réseaux de neurones, des supports vector machine, des modèles de Markov cachés, enfin, voilà, il en existe toute une sorte, toute une déclinaison. Et donc, il y a des gens dans notre domaine qui s'intéressent à utiliser ces méthodes pour reconnaître l'occupation dans les bâtiments. Donc, on a fait un petit état de l'art. Et alors, bon, pour vous présenter rapidement, il y a deux grandes familles. Il y a ce qu'on appelle l'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Donc, supervisé, ça veut dire que pour entraîner l'algorithme, il faut lui donner des données d'entraînement dans lesquelles on a la vraie réponse. Donc un moyen simple de comprendre, c'est l'apprentissage supervisé pour de la reconnaissance d'images. Ben, la grande difficulté pour ça, c'est pas l'algorithme en tant que tel, parce qu'à la rigueur, il y a des bibliothèques, tous les GAFA aussi alimentent des bibliothèques open source sur le sujet. Donc à la rigueur, la difficulté, c'est pas tant dans les méthodes, dans les algorithmes, même si bon, il y a des choses à faire, mais c'est dans comment entraîner les modèles et donc fournir les données d'entraînement. Donc, en l'occurrence, pour apprendre à reconnaître un enfant qui court, il faut l'alimenter avec un grand nombre de photos avec un enfant qui court. On lui dit, cette photo, enfant qui court, oui, celle-là, non, celle-là, oui, celle-là, non. Et après, le modèle s'entraîne et est en capacité ensuite de reconnaître un cheval, un bonhomme, un chien, une voiture, et voilà. Donc, première famille, apprentissage supervisé, il faut d'abord lui donner la bonne réponse sur une certaine période, et après, il est capable d'être autonome. Deuxième famille, apprentissage non supervisé, on lui dit, tiens, voilà les données, essaye de me trouver une structure là-dedans, essaye de trouver des schémas, des logiques, et puis souvent derrière, il faut rapporter de la connaissance pour aller comprendre ce qui s'est passé. Donc ici un exemple, juste un nuage de points en 2D, on a un premier algo qui lui va juste regrouper les points les plus proches, l'autre qui est un peu plus malin, qui va repérer qu'il y a une forme, et donc dire, voilà, les deux structures qu'il faudrait séparer, c'est plutôt celle-ci. Alors, dans notre cas, l'objectif là, de ces premiers travaux sur le sujet, c'était de reconnaître d'abord la présence. Est-ce qu'on est capable, à partir de petits capteurs, de dire il y a quelqu'un, il n'y a personne, et identifier le jeu de capteurs le moins cher possible qui nous permet de prédire ça avec une bonne fiabilité. Donc on avait testé d'abord avec des données qui étaient dans les journaux, donc des gens qui écrivent des articles, qui publient leurs données, donc voilà, on retrouve les résultats, ok, première étape. Deuxième étape, on fait des cas d'études, donc on va instrumenter des appartements, par exemple les nôtres, ou bien là en l'occurrence c'est des photos du bureau d'ailleurs à l'école des mines. Et la difficulté, c'est la question donc, des données d'apprentissage, ou au moins des données de validation. Si on veut savoir si notre modèle est bon pour prédire la présence, ben, il va falloir à un moment qu'on ait la bonne valeur. Donc en pratique, là, ce qu'on a fait, c'est avec une caméra et à la main se repérer pendant 2-3 semaines, bah, là il y a quelqu'un, là il n'y a personne, pour pouvoir ensuite valider le modèle. Après, on a testé d'autres choses avec plutôt une petite application où on pose la question toutes les 3 heures, est-ce que tu es au bureau ou est-ce que tu es chez toi, tac, ça pop et on répond. Donc ça évite le travail laborieux de devoir renseigner à la main. Mais en fait, en pratique, c'est pas forcément idéal non plus. Et on a des pistes, je vous parlerai en perspective, pour faire ça d'une façon intéressante et beaucoup moins laborieuse. Bon, bref. Ici, le cas d'étude, donc je vais vous présenter quelques résultats sur ce bureau. Donc là, on a un capteur qui mesure température, humidité, bruit, CO2,
Un autre qui fait à peu près la même chose, avec en plus la luminosité, on voulait comparer aussi un peu, en profiter pour comparer des fabricants, savoir lesquels étaient les plus fiables. Et puis des prises connectées, là, qui mesurent l'énergie, et puis qu'on peut aussi commander au passage. Et ça, c'est le genre de prise, nous, on l'avait acheté 60 €, et maintenant, on a vu un fabricant qui l'a fait à 10, pour revenir sur la question de la compétition qu'il y a dans ce domaine, qu'on est bien content d'observer de loin, d'ailleurs. C'est-à-dire, allez-y, continuez à faire baisser les prix, on vous regarde. Et donc, voilà. Alors, premier résultat avec un arbre de décision. Donc là, on est sur arbre de décision, on est dans la famille de l'apprentissage supervisé. Et donc, on essaie de faire des arbres de décision les courts, si possible. L'avantage des arbres de décision, c'est que ça peut s'interpréter, voilà, on comprend ce qui se passe. Et là, on a un arbre de décision à 2 variables qui fonctionne bien, avec juste la consommation d'électricité, donc supérieur ou inférieur à un seuil, oui, non. Si c'est inférieur au seuil, il n'y a personne. Si c'est supérieur, est-ce qu'il y a un peu de bruit, est-ce qu'il n'y a pas de bruit, oui, non. Et à partir de là, on sait s'il y a quelqu'un ou pas, avec une très bonne précision. Donc ici, le tableau récapitulatif, on voit qu'il y a juste un petit souci, c'est que parfois, si la personne, s'il y a des allées-venues rapides dans le bureau, des gens sont là, partent, puis reviennent, il saisit pas forcément, le modèle saisit pas l'absence, et pour lui, il n'a pas vu qu'il y avait une absence. Donc des variations rapides qui sont pas forcément très bien appréhendées, mais sinon dans l'ensemble, ça marche bien. Et là, deuxième résultat, sur cette fois-ci de l'apprentissage non supervisé, que modèle dit de Markov caché, où en fait ça marche aussi bien. Donc c'est intéressant parce que là on n'a pas eu besoin des données d'apprentissage. Et là il faut juste, en fait on lui donne un certain nombre de niveaux. Là en l'occurrence juste 2, présent, absent. On lui dit il y a 2 états, essaye de me trouver 2 états. Et donc il le fait. Et après il faut remettre derrière un peu de connaissance humaine pour dire alors cet état il correspond à ça, oui donc celui-ci ça doit être occupé et celui-ci inoccupé. Mais donc voilà, ça marche avec une très bonne précision. Alors, en termes de conclusion perspective, il y a déjà d'augmenter l'échantillon, de passer au comptage, pas seulement au présent absent, mais d'essayer de savoir est-ce qu'il y a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça, c'est pour la suite immédiate, là. Éventuellement, en logement, d'avoir aussi les activités. Voilà, ça apporte une information supplémentaire qui est intéressante dans les calculs. Et puis, on peut aussi étendre ces méthodes à l'analyse du confort, par exemple. On a vu des choses très intéressantes là-dessus, donc on va tester. Ou en gros, pour prédire le confort, aujourd'hui, les modèles de référence de la littérature sont des modèles... un modèle qui est connu, qui s'appelle le modèle de Fanger, qui est avec une équation qui prédit le vote moyen d'une personne. Donc est-ce que les gens vont en moyenne dire qu'ils ont un peu chaud, un peu froid, très froid, ou qu'ils sont bien. Et donc ce modèle, il prédit ça en fonction d'un certain nombre de variables, température intérieure, extérieure, vitesse de l'air, tout ça. Et donc par une équation. Mais en fait, des modèles construits comme ça par machine learning sont beaucoup plus performants. Et on a vu une publi où ils arrivaient à des taux de précision de 80%, alors que le modèle de référence est plutôt à 40%. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va expérimenter là tout bientôt. Et après, la troisième dernière perspective que j'ai un peu évoquée tout à l'heure, c'est au niveau des méthodes d'apprentissage. En fait, on sait reconnaître à quel moment le modèle a besoin d'apprendre et à quel moment c'est pas intéressant de lui donner la donnée. Il y a des moments où il n'y a pas besoin de lui donner la bonne valeur parce qu'en fait, c'est un cas qu'il connaît par cœur, qu'il a déjà vu, et donc ça apporte rien. Mais il y a des moments, certaines situations, où tiens, là c'est une situation inhabituelle, je ne sais pas, et c'est à ce moment-là qu'il faudrait apporter l'information. Et du coup, sur une question comme la reconnaissance de la présence, au lieu de se coltiner des vidéos en accéléré pour dire présent, pas présent,
En fait, on peut, en une vingtaine, trentaine de questions posées directement à la personne dans le bureau au bon moment, entraîner le modèle tout aussi bien. Donc ça ouvre des perspectives et ça conduit aussi sur une direction plus globale qu'on a, qui est qu'il faut trouver des moyens d'interagir avec les usagers dans les bâtiments. Si on a les moyens d'avoir une relation de confiance avec eux, où par moment on peut leur demander des choses, mais ils ont des retours, et nous, ça nous permet d'avoir des modèles beaucoup plus précis, beaucoup plus fiables sur l'optimisation du confort, l'optimisation du pilotage de l'énergie. Mais il faut trouver essayer de construire cette espèce de symbiose entre la technologie et les usagers. Et donc on a des pistes plus ou moins folkloriques pour ça, du genre si vous installez une petite app, on va vous poser une trentaine de questions pendant les 15 premiers jours qui vont nous permettre d'entraîner nos modèles. Et quand vous aurez répondu aux 30 questions, on vous enverra une boîte de chocolat pour vous remercier. C'est une question compliquée de savoir comment essayer d'interagir avec ces fameux usagers qui sont si importants dans les bâtiments. Voilà, j'ai fini. Merci pour votre attention. J'ai une question. Est-ce qu'on aura toujours besoin de toutes les équations compliquées que vous nous montrez à chaque fois aux conférences de la chaire, maintenant qu'on a une source inépuisable de données? Alors, cette question, à chaque fois, elle suscite cette équation, elle fait peur. Mais il n'y a pas lieu, hein. Cette équation, c'est y égale à x plus b. Ça dit, si vous vous chauffez à 20, la garantie c'est temps. Si vous vous chauffez à 23, la garantie c'est temps. Mais on devrait la prochaine fois, ce sera y égale à x plus b, promis. Ouais. Mais maintenant qu'on a toutes ces données à analyser, est-ce qu'on a encore même besoin d'en avoir des équations comme ça? Moi j'ai mon avis, mais on entend souvent... il y a des gens qui disent maintenant on n'aura plus besoin de faire de recherche en physique parce qu'on va pouvoir analyser les données et tout va couler de source. Alors ça, c'est un débat. Moi, je ne crois pas du tout qu'on pourra se passer de la physique. En tout cas, nous, Coquelicot, on croit, et c'est notre différenciation par rapport à beaucoup d'acteurs, justement, qui remontent des données et qui font du machine learning avec des data scientists dans tous les sens. Mais un bon vieux modèle physique fiable et rapide, pourquoi pas? Parce qu'en fait, on se retrouve après, si on fait que de l'analyse de data, on se retrouve à trouver des corrélations assez débiles, du genre le taux de CO2 est lié à l'azimut du Soleil. Alors qu'en fait, c'est juste que l'azimut du Soleil, en gros, c'est l'heure de la journée, et le matin, les gens arrivent, donc quand les gens arrivent, ça fait monter le taux de CO2. Mais quand on est juste dans l'analyse des datas pures, on trouve des super corrélations comme ça, et un peu de physique, un peu de thermique, ça fait du bien. Après, il y a plein de choses qu'on peut faire effectivement qui sont hyper puissantes avec les données, le machine learning. Ça particulièrement, ça restera toujours utile dans le cas d'un bâtiment neuf où on ne sait pas, on n'a pas de mesure, on ne sait pas ce qui va se passer. Ouais. Pour compléter ton propos sur les corrélations, j'avais vu que je crois que c'est dans l'état de l'Arkansas, il y a une corrélation entre le nombre de personnes qui se marient chaque année et le nombre de personnes qui meurent en allant à la pêche. Donc, mais a priori, cette corrélation est fausse dès qu'on passe à 2 États aux États-Unis. Ça n'appelait pas de réponse. Oui, bonjour, Sophie Debost, Vinci Concessions. Bon, je suis sûre que vous avez répondu à Maxime ce qu'il avait envie d'entendre sur la physique. Moi, j'ai une question beaucoup plus basique. Dans mon propre bureau, il y a un détecteur de présence qui fait que la lumière s'allume ou pas et que le chauffage s'éteint ou pas. Et effectivement, de temps en temps, je suis obligée de faire ça. Un petit coucou. Et du coup, votre système, qu'est-ce qu'il amène de plus que ce qui existe déjà? En fait, par exemple, le CO2 ou le bruit
vont apporter une information complémentaire. En fait, la force, c'est de combiner plusieurs sources, en fait. C'est ça qui crée la fiabilité. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vais juste faire une petite remarque encore sur ces fameux occupants, savoir ce qu'on peut en attendre. Souvent, on en a peur des occupants, notamment les ingénieurs ou les gestionnaires. Mais quand on va les voir, qu'on leur explique l'intérêt du travail qu'on fait, qu'on rentre dans une relation un peu de confiance, ils nous disent beaucoup de choses et ils sont prêts, effectivement, à répondre à des enquêtes. Il n'y a pas besoin d'une boîte de chocolat. Tant mieux. Non, il n'y a pas besoin. Mais voilà, il faut instaurer la confiance et puis surtout, je dirais, les intéresser à ce qu'on fait, qui voient quels peuvent être l'intérêt pour eux ou les retombées pour eux, ou d'une manière un peu... En faire des partenaires. Quand on en fait des partenaires, ils sont prêts à nous dire beaucoup de choses. Merci Christophe. Ce sera d'ailleurs vous le premier intervenant de l'après-midi. Est-ce qu'il y a une dernière question ou vous êtes tous affamés? Merci bon beaucoup appétit. Eric. Vous pouvez applaudir un peu.